Donc du coup, on va parler un petit peu d'activité physique dans l'asthme et regarder les répercussions de l'activité physique du coup sur l'inflammation systémique et sur l'hyperréactivité bronchique. Vous allez voir, cette étude elle est très intéressante. Euh, Elle a beaucoup de points positifs, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Et on va essayer de regarder un petit peu tout ça ensemble. Euh, Ça marche pas. Il faut que je passe avec les flèches peut-être. Voilà, voilà. Ah, j'arrive pas à passer la diapo, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Bon. Alors, l'asthme, vous connaissez probablement, donc c'est une maladie multifactorielle hein, qui est liée à des facteurs génétiques et environnementaux. Elle est caractérisée par une inflammation de la paroi bronchique ainsi qu'une hyperréactivité bronchique. Le diagnostic, souvent, on le voit à l'épreuve fonctionnelle respiratoire, on va avoir une obstruction bronchique qui va être partiellement ou totalement réversible au bronchodilatateur. Alors, un des grands problèmes dans l'asthme, c'est que l'hyperventilation et le refroidissement des voies aériennes peut entraîner un bronchospasme, un asthme d'effort, qui généralement, ces symptômes sont un peu atténués lors de la prise de bronchodilatateurs, mais souvent ces patients-là vont développer un peu une peur de l'activité physique. Ils pensent que l'activité physique va être néfaste pour eux et ils arrêtent toute activité. C'est un peu le même principe que, par exemple, demain vous faites une activité, vous avez le dos bloqué, vous allez penser du coup que l'activité n'est pas bon pour vous et vous allez vous mettre au repos et vous allez bannir toute activité. Et en fait, l'hypothèse là de l'étude, bon, c'était pas les premiers à avoir cette hypothèse, il y avait d'autres articles avant, mais en gros, c'est voilà, si on fait de l'activité physique, on sait que l'activité, ça crée un stress, et comme tout stress, on va avoir une adaptation. Et donc là, une des adaptations bien connues de l'activité physique, c'est une diminution des médiateurs inflammatoires et une augmentation des médiateurs anti-inflammatoires. En gros, si ce processus est exact, probablement que chez ces patients-là, ça peut être intéressant, ça peut diminuer l'inflammation bronchique et cette hyperréactivité bronchique. Donc la population qui a été inclue dans cette étude, c'était les patients asthmatiques modérés à sévères. Donc là, c'est principalement attardé sur les patients qui étaient adultes, donc avec un âge entre 20 et 59 ans, qui n'avaient pas eu d'exacerbation ou changement de traitement dans les 30 jours avant l'étude. Donc les critères d'exclusion sont assez simples, hein, c'est des choses qu'on voit souvent dans les études sur l'exercice physique, bien évidemment des contre-indications cardiovasculaires à l'effort, des troubles orthopédiques, euh, voilà, des pathologies respiratoires autres que l'asthme. Si les patients étaient fumeurs ou ex-fumeurs, ils ne pouvaient pas être pris dans l'étude, ou des patients qui exerçaient déjà une activité physique modérée ou intensive. Elle était bien enregistrée dans la base de données Clinical Trials. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site. En gros, pour faire assez simple, lorsque vous voulez démarrer une étude, vous devez vous enregistrer sur ce site-là. Donc, pour s'enregistrer, il faut déjà avoir fait toutes les démarches administratives, donc le comité de protection des personnes et autres. Et en fait, sur le site, vous devez référencer grosso modo votre protocole. Donc, c'est pour la transparence, c'est sûr que vous ne bidouillez pas un peu les résultats en cours de route ou que vous ne changez pas le protocole comme ça vous arrange. Et là, premier petit biais de l'étude, on voit que l'enregistrement du protocole dans Clinical Trials a été fait du coup en janvier 2014 et que l'étude a été publiée en juillet 2014. Ce qui veut donc dire que c'est peu probable qu'ils aient inclus tous leurs patients en 7 mois. Donc l'enregistrement a certainement été fait a posteriori, après le recensement des données et lors de la préparation du manuscrit pour la publication. Et ça, c'est pas bien. Normalement, vous devez toujours vous enregistrer avant de démarrer l'étude. C'est la dernière étape avant de démarrer votre étude. Alors, si on regarde au niveau du design, les patients étaient évalués donc avant de commencer l'étude, bien évidemment. Donc, sur la première semaine, ils devaient remplir l'Asthma Control Questionnaire. Donc, c'est un questionnaire sur 6 items qui évalue les symptômes qui vont être ressentis sur les 7 derniers jours avant le remplissage du questionnaire, la fréquence d'utilisation des bronchodilatateurs, et il y a un tout petit dernier item qui est rempli par l'investigateur, c'est le VEMS des patients.
Donc, le score total est compris entre 0. Donc là, c'est un asthme qui est totalement contrôlé. Donc, tout va bien. Et 6, asthme sévèrement incontrôlé. Donc là, ça ne va pas bien. Le MID, du coup, de ce questionnaire, c'est 0,5. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un MID. C'est la différence qu'on va attendre qui va être cliniquement pertinente. D'accord ? Ça veut dire que, admettons, vous remplissez le questionnaire. Donc là, vous avez un score, par exemple, de 4. Donc, vous avez un asthme qui n'est pas très bien contrôlé. Si vous diminuez votre score de 0,5, on va dire que c'est cliniquement pertinent. Pour vous donner un autre exemple, vous voulez comparer, par exemple, l'endurance au renforcement musculaire sur le test de marche de 6 minutes. Admettons, votre résultat il est significatif, mais vous avez une différence entre les deux groupes de seulement 10 mètres. On peut se dire, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir 10 mètres de différence entre les deux groupes ? Donc maintenant, on sait que non. Par exemple, dans la BPCE, on sait qu'un DMCID, ça va être 25 mètres. Donc en dessous de 25 mètres, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de pertinence clinique. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ici, là, le MID est de 0,5. Donc après, il y avait une mesure de la qualité de vie aussi qui était réalisée. Donc là, c'était un questionnaire sur 32 items qui évaluait plusieurs choses, à la fois les symptômes, les limitations des activités, l'impact émotionnel et l'effet de l'environnement sur les symptômes. Donc le score total était compris entre 1 et 7. Donc le score le plus élevé montre que vous avez une meilleure qualité de vie. Donc 7, c'est la meilleure qualité de vie. Et là aussi, il y a un MID qui est de 0,5. Et il y avait aussi sur cette semaine-là une spirométrie qui était réalisée pour déterminer la sévérité des patients. La deuxième semaine, les patients devaient faire une expectoration induite. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'examen, en gros, on donne des bronchodilatateurs avant la manœuvre parce que du coup, ça peut être un peu irritant et spasmogène. Les patients doivent ensuite inhaler du sérum hypertonique à 3% pendant 15 minutes. Et bien évidemment, avant de prélever, les patients doivent se rincer le nez et la bouche avant le prélèvement pour ne pas contaminer le prélèvement. Voilà, vous avez les valeurs normales. En gros, chez un individu sain, vous devez principalement retrouver des macrophages et des neutrophiles. Et on va voir souvent chez les asthmatiques, on peut avoir une augmentation des éosinophiles. Deuxième petit examen, donc là c'était la mesure de la fraction expirée en monoxyde d'azote. Donc le monoxyde d'azote, c'est un marqueur de l'inflammation bronchique. Quand vous avez une inflammation, les bronches vont produire plus de monoxyde d'azote. Et donc si la concentration est supérieure à 25 parts par milliard, je ne connaissais pas cette unité, c'est déterminé comme élevé. Ça montre qu'il y a une forte augmentation de l'inflammation. La troisième semaine, les patients devaient faire une épreuve d'effort. Donc là, la vitesse était fixe. Par contre, c'était la pente qui devait augmenter de 2% toutes les minutes. Et une petite prise de sang pour essayer de regarder les différents médiateurs inflammatoires. Quatrième semaine, venait le critère de jugement principal, c'était ça, le test d'hyperactivité bronchique. Donc ici, dans ce test, qu'est-ce qu'ils devaient faire les patients ? Ils devaient inhaler en fait une concentration d'histamine, donc avec 5 respirations profondes, avec une apnée à la fin de chaque respiration de 5 secondes. On mesure le VEMS à 30 secondes, à 90 secondes. Ensuite, ils devaient refaire une inhalation avec une concentration plus élevée, elle est multipliée par 4. Donc toujours une mesure du VEMS à 30 secondes et à 90 secondes. Ensuite, une inhalation encore à une concentration plus élevée et ainsi de suite. Donc, il y a 5 concentrations différentes. Le test s'arrête lorsqu'il y a une baisse de 20% du VEMS. Donc, admettons, par exemple, là, vous faites cette première inhalation. Si on voit qu'il y a une diminution du VEMS par rapport au baseline de 20%, le test s'arrête maintenant. D'accord ? Donc, plus vous augmentez de catégorie, plus vous augmentez la concentration, plus ça veut dire que les bronches sont peu réactives. D'accord ? Et si, par exemple, admettons, le test s'arrête là à une concentration très basse, ça veut dire qu'il faut peu d'histamine finalement pour créer une hyperactivité bronchique. Donc ça, c'est pas bon. Au niveau du design, du coup, le groupe contrôle devait faire 30 minutes d'exercice respiratoire qui est inclus dans des séances de yoga. Donc, il y avait des exercices à expiration forcée suivis d'une inspiration lente, des exercices expiratoires lents avec une inspiration forcée ou des expirations totales
Donc, en fait, on souffle tout l'air, on se met en apnée et après, on fait des rétractions de protrusion de la paroi abdominale. D'accord? Dans le groupe intervention, c'était exactement les mêmes exercices de yoga, sauf qu'il y avait l'activité physique aérobique en plus. Donc, elle était composée de 35 minutes de tapis de marche, soit 2 fois par semaine pendant 12 semaines. Donc, comment y régler l'intensité? Ça, c'est un truc un peu farfelu. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça dans les études. Moi, c'est la première fois. Je trouvais ça un petit peu compliqué. En gros, ils prennent la fréquence respiratoire au seuil anaérobique qui a été déterminé par l'épreuve d'effort. Ils additionnent ça avec le 33% de la différence de la fréquence cardiaque retrouvée sur le premier seuil ventilatoire. Donc ça, c'est le Respiratory Compensation Point. Donc, en gros, le seuil ventilatoire, c'est lorsque vous avez une augmentation de votre ventilation à l'effort. Et ça, c'est soustrait du coup avec la fréquence cardiaque au seuil anaérobique. Donc voilà, je réexplique ça ici. En gros, vous voyez, il y a une augmentation linéaire de la ventilation avec la production de gaz carbonique. Et là, vous avez un peu une cassure de cette courbe. Ça veut dire qu'en fait, il y a une augmentation de votre ventilation minute. Donc ça, c'est le premier seuil, d'accord? Et là, le seuil anaérobique, en gros, c'est vous avez une lactatémie qui est relativement stable pendant votre effort. Et tout d'un coup, pareil, il y a une grosse cassure de la courbe. Généralement, le seuil est déterminé vers 4 millimoles par litre. Donc là, on détermine le seuil anaérobique. Donc on prend la fréquence respiratoire qui correspond à ce seuil. Donc je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer que je pense qu'il y a un petit problème dans leur équation. Donc là, par exemple, un patient de 46 ans, j'ai pris une épreuve d'effort qui a été réalisée chez nous, qui était pareil. C'était un patient avec un trouble ventilatoire obstructif, donc un VEMS à 66%. Donc voilà, sa fréquence cardiaque au seuil ventilatoire était de 127 battements par minute. La fréquence cardiaque au seuil anaérobique était de 162 et sa fréquence cardiaque maximale était de 175. Et si on remplit un peu les données de leur équation, qu'est-ce qu'on voit? On voit 150 battements par minute et ça correspond donc à une puissance d'entraînement finalement qui correspond à 85% de la fréquence cardiaque maximale. Je trouve ça beaucoup. Ça me paraissait un petit peu bizarre. Et vous allez voir, ils disent qu'après 2 semaines d'adaptation, c'est-à-dire que les patients, hop, en gros, ils font 2 semaines à 150 battements par minute. Et ensuite, en fait, ils disent qu'ils augmentent l'intensité de l'effort, sauf que quand on reprend leur équation, et ben finalement, la fréquence cardiaque retrouvée à la fin est plus basse. D'accord? Puisque là, on fait une différence, donc on trouve sur un chiffre négatif. Donc, si on soustrait ça par un chiffre négatif, avec 66% de cette différence, forcément, on trouve une fréquence cardiaque qui est plus basse. Donc ça, c'est un peu bizarre parce qu'eux, ils disent qu'ils augmentent l'intensité de l'effort au bout de 2 semaines et pourtant, on trouve une fréquence cardiaque plus basse. De toute façon, ils disent bien que s'il n'y a pas de symptômes respiratoires, l'intensité de l'effort, que ce soit la vitesse ou l'inclinaison, était augmentée donc de 5% de la fréquence cardiaque jusqu'à atteindre 85% de la fréquence cardiaque maximale. C'est assez bizarre parce que finalement, quand on rentre leur équation, je vous ai montré qu'on était déjà à 85% de la fréquence cardiaque maximale. J'ai essayé avec d'autres épreuves d'effort, je tombe sur exactement les mêmes résultats. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Ils ont dû se tromper quelque part, à mon avis. Et ce n'est pas la seule erreur. Donc là, quand on regarde dans l'analyse statistique, ils expliquent comment ils ont fait leur calcul d'effectifs. Donc voilà, il fallait trouver une différence du coup sur le test de provocation bronchique. Donc le test, en gros, ils disent qu'il fallait détecter une seule différence. En gros, c'est une différence de concentration. D'accord? Faut diminuer, par exemple, admettons, si je reviens là tout au début, voilà, pour faire assez simple. En gros, admettons, dans le test de provocation, votre VEMS a diminué de 20% ici, à cette catégorie-là, d'accord, à cette concentration-là. Il faut passer sur la séquence, au moins une séquence en dessous pour dire qu'il y a une différence cliniquement pertinente, d'accord? Faut passer dans la catégorie inférieure. Il faut que la réactivité bronchique soit due à une concentration moins importante. Pardon, je vous ai raconté des bêtises, je suis désolé, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est plutôt si vous avez une hyperactivité bronchique ici, ça veut dire qu'il faudrait une concentration plus importante d'histamine pour créer une hyperactivité bronchique. Donc, c'est plutôt, il faut être passé sur la catégorie supérieure et pas inférieure. Je suis désolé, c'est l'inverse, je me suis mélangé. Donc, voilà. Donc, il faut une catégorie de différence, d'accord?
Ils avaient pris un écart type de 1 et quand ils rentrent ça du coup dans leur logiciel, ils voient qu'il faut à peu près 34 patients, soit 17 patients par groupe. J'ai essayé de reproduire leur calcul d'effectifs et je suis tombé sur 32 patients. Il n'y a pas une grande différence, mais il y a une petite différence. Et l'autre chose qui est un peu bizarre, donc c'est ici, ce flowchart. Vous voyez que là, bon, il y avait 464 patients qui étaient éligibles. Alors, la première chose, ça c'est assez intéressant, vous voyez que 103 patients n'ont pas voulu participer à l'étude. Ça montre bien que probablement que les patients ont peur de faire de l'activité physique, ils bannissent ça un petit peu de leur quotidien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même refusé de participer à l'étude. Voilà, il en restait 58 du coup à randomiser. Donc vous voyez ici, là on n'est pas aux 17 par groupe, hein, on est à 28 et 30 dans chaque groupe. Donc déjà, il y a une grosse différence par rapport au calcul d'effectifs qui a été effectué et l'étude s'est finie avec 21 patients dans le groupe contrôle et 22 patients dans le groupe exercice physique. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a une grosse différence, enfin, la différence est de quelques patients, mais pourquoi il existe une différence par rapport au calcul d'effectifs. Je vous rappelle que Clinical Trial, il a été enregistré probablement a posteriori de l'étude, donc ce n'est pas impossible qu'ils aient fait leur calcul d'effectifs a posteriori, c'est une hypothèse, mais c'est des choses qui se voient des fois, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire du tout. Normalement, votre calcul d'effectifs doit se faire avant le début de l'étude, lorsque vous construisez votre protocole. Donc peut-être que là, ils ont eu de la chance, simplement, ils sont tombés sur un calcul qui donne un nombre de patients qui est assez proche de ce qu'ils avaient. Et par coup de chance, ça passe comme ça. Au niveau du baseline, donc vous voyez, il y a deux groupes, donc le groupe contrôle, le groupe entraînement. Bon, les deux groupes étaient similaires, il n'y avait pas de grande différence. On avait des patients donc adultes avec une moyenne d'âge au-dessus de 40 ans. C'était des patients qui étaient un petit peu en surpoids. Euh, la plupart des patients étaient asthmatiques déjà depuis l'enfance. Quoi dire de plus? Le terrain asthmatique était généralement dû à un problème génétique, hein, un terrain atopique. C'était des patients qui faisaient quelques exacerbations dans l'année. Vous voyez que l'asthme n'est pas hyper bien contrôlé. Je vous rappelle, hein, lorsqu'on se rapproche de 6, ça veut dire que l'asthme est vraiment pas du tout contrôlé. Donc là, ah non, pardon, ça c'est la qualité de vie, c'était là. Quand on se rapproche de 6, l'asthme n'est pas du tout contrôlé. Là, on est à 1,6 et 1,4. Au-dessus de 1,5, c'est moyennement contrôlé. Donc, c'était des patients qui n'étaient pas tout à fait contrôlés. Et sur la qualité de vie, pardon, donc là qui allait jusqu'à 7, vous voyez que là, la qualité de vie était un petit peu altérée. On est un peu à distance du chiffre maximum. Donc, c'était des patients qui avaient 66% de VEMS ici dans le groupe contrôle et 69% dans le groupe entraînement. Alors, au niveau de l'activité, qu'est-ce qu'ils ont fait? En gros, ces patients, finalement, au tout début de l'étude, ils étaient entraînés à 65% de la fréquence cardiaque maximale. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple de faire directement comme ça, plutôt passer par leur équation. Puis après, cette intensité a été augmentée jusqu'à ce que les patients atteignent les 75% de la fréquence cardiaque maximale. Et vous voyez que vers la fin de l'étude, les dernières semaines, 95% des patients atteignaient une intensité de travail de 85% de la fréquence cardiaque maximale. Donc sur le résultat, sur le critère de jugement principal, donc cette hyperréactivité bronchique, eh bien, vous voyez qu'effectivement, le groupe activité physique a une diminution de l'hyperréactivité bronchique puisqu'il faut une catégorie supérieure de concentration d'histamine pour déclencher une hyperactivité bronchique, alors que le groupe contrôle, lui, n'a pas bougé. C'est-à-dire que les patients, pour la même concentration au début de l'étude, ils ont une hyperactivité bronchique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sur les critères de jugement secondaire, donc si on regarde un peu au niveau des médiateurs inflammatoires, je vais pousser vite fait le petit écran parce qu'il me gêne et je ne vois pas tous mes chiffres. Voilà, c'est bon. Donc sur les médiateurs inflammatoires, il y a des petites différences. Alors là, c'est pareil, dans le tableau, il y a des grosses incohérences. Vous voyez, ça fait beaucoup de chiffres, mais finalement, on s'en fiche un peu de tout, puisque là, ils ont donné les valeurs du baseline, on s'en fiche un peu. Après, ils sont amusés à faire des deltas, donc entre le baseline et la fin de l'étude, on s'en fiche un peu. Dans les essais randomisés contrôlés, c'est pareil, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mesurer des deltas, généralement, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas de résultats significatifs entre les deux groupes.
Donc, ce qui nous intéresse vraiment, finalement, c'est ça, le traitement, l'effet du traitement, donc vraiment la différence entre les deux groupes à la fin de l'étude. Donc, vous voyez, il y a des différences significatives au niveau de ces médiateurs inflammatoires. Donc, il y a un changement au niveau des interleukines 6 et il y a un changement au niveau du MCP1. Donc, ça, c'est des marqueurs. Lorsque ça augmente, ce n'est pas bon. Lorsque ça diminue, c'est mieux. Et alors, dans le texte, ils disent qu'il y a une diminution significative de ces marqueurs. Hein. Donc là, ils parlent bien d'une diminution de ces marqueurs, sauf que quand on regarde dans le tableau, vous voyez, là, on ne voit pas vraiment de diminution. Et là, par contre, effectivement, il y a une diminution. Donc, je ne sais pas s'ils se sont plantés du coup dans la retranscription de leurs données dans le tableau, mais en tout cas, il y a quand même une incohérence entre le texte et ce qui est véritablement affiché dans le tableau. Hein, surtout qu'il parle bien entre les deux groupes, hein, c'est comparé entre le groupe exercice et le groupe contrôle. Hein, d'accord ? Donc ça, c'était la première incohérence. Donc là, c'est pareil, hein, il y a un changement au niveau des interleukines 8 qui n'est pas significatif, mais il y a une belle tendance, hein, peut-être un manque de puissance pour réussir à démontrer ce changement. Sur les autres outcomes, donc c'est pareil, on a quelques différences. Donc je vous remonte vraiment la colonne qui nous importe le plus. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y a un changement au niveau de la qualité de vie. Donc au niveau du contrôle de l'asthme, on n'avait rien. Vous voyez, on n'avait pas de résultats significatifs. Hein. C'était sur la même chose dans les deux groupes. Mais par contre, au niveau de la qualité de vie, on a un résultat significatif. Donc je pense que leur erreur, en partie, leur erreur, c'est aussi sur l'interprétation des données, parce que vous allez voir là sur l'activité physique, en fait, je pense que quand il y a un moins, ça veut dire que c'est moins bien pour le groupe contrôle que pour le groupe entraînement. Parce qu'encore une fois, là, il disait dans le texte, par exemple, sur l'activité physique, sur les capacités aérobiques ici, qu'il y avait une amélioration dans le groupe exercice, qui paraît tout à fait logique. Hein, et pourtant, dans le tableau, c'est un moins. Donc, on peut émettre l'hypothèse que du coup, le moins, ça veut dire que le groupe contrôle fait moins bien. Je sais pas, c'est pas très bien décrit dans le texte, c'est même pas du tout décrit. C'est vraiment pas clair, il y a vraiment une incohérence entre les tableaux et le texte. Et dans le texte, ils mettent juste les p-values, ils ne parlent pas du tout des chiffres. Donc là, il y a un véritable problème. Mais en gros, si on suit cette hypothèse, si on suit l'hypothèse que quand il y a un moins, ça veut dire que c'est moins bien dans le groupe contrôle par rapport au groupe intervention, on voit que du coup, au niveau de la qualité de vie, effectivement, le groupe contrôle avait une moins bonne qualité de vie que le groupe intervention. Et on peut voir effectivement qu'au niveau de la capacité à l'effort, le groupe contrôle faisait moins bien que le groupe exercice. Hein. Donc là, on avait des résultats significatifs. Donc les patients semblaient, dans le groupe exercice, moins limités au niveau de leurs activités de la vie de tous les jours. Alors, les auteurs se sont amusés à faire des analyses de sous-groupes. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses, c'est pas très rigoureux lorsque vous avez un petit effectif comme ils ont dans cette étude, parce que ça casse un peu la randomisation. Bon, ils l'ont fait, c'est des résultats qui sont par contre très intéressants, donc c'est bien, ça peut aider pour des études pilotes. Là, ce qu'ils ont fait, c'est en gros, ils ont comparé le taux d'éosinophile, pardon. En gros, c'est est-ce que les patients qui ont une forte inflammation, qui ont un fort taux d'éosinophiles, est-ce qu'ils sont plus répondeurs que les autres? Et effectivement, on avait vu sur le tableau tout à l'heure qu'en gros, il n'y avait pas de différence sur l'éosinophiles, mais par contre, on voit que ceux qui démarrent l'étude avec une forte concentration dès le début, eh ben, le fait de faire de l'activité physique, ils vont beaucoup perdre. D'accord? Donc peut-être que c'est des patients qui sont très répondeurs sur l'inflammation, c'est les patients qui ont une forte inflammation dès le début. D'accord? Et si on prend toute la population, on ne retrouve pas de différence entre avant et après global. Mais par contre, on voit que chez ces patients avec une forte inflammation, avec des forts marqueurs, dès le début, ils répondent pas mal. Et là, c'est un peu la même chose sur la fraction expirée de monoxyde d'azote. Vous voyez que ces patients qui ont une concentration en monoxyde d'azote très importante au début perdent plus finalement lorsqu'ils font de l'exercice. Donc peut-être que c'est ces patients qu'il faut cibler plus. Plus vous êtes sévère et plus vous allez tirer des bénéfices en fait de l'activité. Et on le voit aussi là avec le contrôle de l'asthme. Hein, vous voyez que globalement sur toute la population, il n'y avait pas de différence sur le contrôle de l'asthme entre avant et après. Mais par contre, vous voyez que les patients qui étaient le moins bien contrôlés, ceux qui avaient le score le plus haut sur ce questionnaire-là,
avait une meilleure tendance, bon, c'était pas significatif, mais c'est une tendance, avait une meilleure tendance à avoir un meilleur contrôle de l'asthme à la fin de l'étude. D'accord. Alors, dans les résultats au niveau des exacerbations, on voit aussi qu'il y a une baisse des exacerbations comparée au groupe contrôle en faveur du groupe exercice, puisque vous voyez que le groupe contrôle faisait 1,5 exacerbations par patient dans les 12 semaines, alors que du coup, le groupe exercice était à 0,6. Donc là, on a une petite différence significative. Ce n'était pas des hospitalisations, c'était simplement des exacerbations qui étaient relatées par les patients dans les questionnaires. Donc, quel message à retenir de cette étude? Donc, l'activité physique, ça semble diminuer en tout cas l'hyperactivité bronchique. Donc là, on a un résultat quand même avec une forte puissance, puisque là, du coup, ils avaient tous les patients qu'ils avaient besoin pour respecter la puissance qui était déterminée au début de l'étude, enfin qui était censée être déterminée au début de l'étude. Elle peut avoir une incidence sur la diminution des médiateurs inflammatoires, mais ça, je pense qu'il faut d'autres études quand même pour essayer de vérifier ça, c'est un peu flou. L'activité physique semble optimiser le contrôle de l'asthme chez les patients surtout qui sont mal contrôlés, donc c'est pareil, hein. Ça c'était une tendance, c'est des résultats à vérifier. L'activité physique semble en tout cas avoir un effet bénéfique sur les exacerbations. Bon, il faut souligner quand même que la méthodologie est parfois très douteuse, l'interprétation dans les tableaux est parfois discordante avec ce qui est écrit dans le texte. Voilà, c'est pas toujours très transparent. Donc, c'est vraiment des résultats à prendre avec précaution, hein. En tout cas, ce que l'étude semble dire, c'est que ça ne fait pas de mal et que dans le pire des cas, l'activité physique n'est pas néfaste dans l'asthme modéré et sévère. Et ce qui est sûr, c'est que celle-ci doit être recommandée. Voilà, je vous remercie.